gestionnaire du site industriel. Ça commence à se codifier de plus en plus. Mais aussi pour les transposer dans certains dispositifs. De presentatie die ik hier heb gegeven probeerde een overzicht te geven van de status van biodiversiteit in België op basis van een rapport dat we hebben samengesteld onder leiding van de WWF België, samen met heel veel organisaties in België. En het geeft ons een idee over de toestand van de biodiversiteit over de afgelopen 30 jaar. En het reikt ook oplossingen aan om het tij te keren. Oplossingen zowel wat betreft het aanpakken van de directe factoren die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van biodiversiteit, zoals landgebruik, vervuiling, het klimaat. Maar ook andere indirecte factoren zoals ons consumptiegedrag en ook de manier hoe wij eigenlijk in relatie staan met de natuur. En anderzijds heb ik ook een beetje een overzicht gegeven van wat er nu in de toekomst zit aan te komen. Op globaal niveau hebben we nu een nieuw globaal biodiversiteitsframework. We hebben ook een nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030. En we zijn natuurlijk van plan om dat ook in België te gaan implementeren. Dus we hebben heel veel werk voor de boeg, maar ook heel veel succesverhalen die aantonen dat biodiversiteitsbehoud in België wel zijn vruchten afwerpt. Je m'intéresse surtout à la cohabitation d'une population en particulier, une communauté de pêche artisanale et la contamination du fleuve duquel elle tirait sa subsistance. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est un climat d'incertitude ambiant, et ceci depuis déjà 7 ans. Il y a beaucoup d'études scientifiques, mais très peu de résultats parviennent et très peu de résultats sont satisfaisants. Très peu donnent de réponses pour les actions à mener au quotidien. Donc est-ce qu'on peut pêcher? Quels seront les effets sur ma santé si je consomme du poisson? En quelle quantité puis-je consommer ce poisson, etc. Parce qu'on est quand même pris dans un conflit aussi entre des entreprises minières et la population civile. Ce qui entraîne un flou constant qui oblige la population à se forger sa propre expertise qui pour l'instant est très hétérogène et se base principalement sur la perception que la population a de son environnement. Donc comment les pêcheurs en fait, au quotidien observent les différences par rapport à la situation d'avant le désastre, donc l'apparence des poissons, l'apparence de l'eau, la couleur de l'eau. On ne se soucie pas trop de sa présence et des actions qui peuvent impacter ces différents mammifères alors qu'en fait on peut potentiellement les affecter. Pour ne pas les affecter, il faut absolument qu'il y ait une sensibilisation du public, des gestionnaires. Les gestionnaires en fait sont souvent volontaires dans la possibilité de mettre en œuvre des actions qui seront favorables à ces espèces-là. Et c'est simplement que souvent les gens sont démunis parce que dans leurs compétences spécifiques, ils ne vont pas penser à cette notion-là directement. Et ce n'est que quand on va leur proposer de mettre en œuvre des actions dans tel ou tel domaine que, ah oui, ils vont trouver ça chouette et mettre ça en application. L'autre exemple de groupe d'espèces pour lesquelles on a des enjeux de cohabitation, ce sont les espèces avec lesquelles on a du mal à cohabiter parce qu'on doit vivre des impacts liés à ces espèces. Il y a une confusion souvent de dégâts entre espèces qui nécessite une objectivation et que cette objectivation permet finalement de mieux appréhender la protection de cette espèce et d'accepter qu'elle soit protégée. C'est une position inspirée, encore une fois, participer à la réflexion. D'abord un diagnostic scientifique qui est résumé, synthétisé, qui fait ensuite l'objet d'un partage avec l'administration, qui est censé essayer de le traduire en termes concrets. Il y a déjà une phase en fait de négociation pour savoir dans quelle mesure les objectifs scientifiques doivent-ils être pris de manière intégrale ou s'ils doivent être un peu adaptés à des contextes socio-économiques par exemple.
Et ensuite, il y a la rencontre de ces objectifs identifiés par l'administration comme étant importants, qui sont discutés, échangés avec la société civile. Et là, il y a un processus de négociation qui est parfois très difficile, avec une remise en cause généralement des contraintes qui sont proposées par l'administration, une remise en cause des diagnostics scientifiques, où on se retrouve finalement avec des normes qui sont inférieures pratiquement à ce qu'on peut observer déjà en moyenne sur le terrain. Et comme ces normes servent aussi à indemniser des acteurs qui sont concernés dans Natura 2000, mais elles bloquent en fait toute évolution du système, puisque maintenant on indemnise des choses qui n'existent pas en fait. Et l'enjeu de la communication, c'était d'à la fois essayer de présenter un petit peu ce qui faisait l'intérêt de ce cas parmi les différentes marées noires qui se sont déroulées dans cet État ou ailleurs. Et puis moi, je me suis focalisé sur l'aspect judiciaire parce que le traitement judiciaire de cette affaire est à la fois révélateur de logique générale et puis aussi a une singularité assez intéressante. Et donc, je me suis focalisé sur un certain nombre de points et notamment le fait que alors que le pilote, lui, a été condamné à une peine de prison et même à une peine de prison ferme, des infractions sans doute plus graves et même juridiquement plus graves commises par des entreprises dans le cadre de cette affaire ont, eux, été réglées par une transaction financière pour une somme qui n'était pas négligeable, mais qui était tout de même inférieure au coût estimé des dégâts commis. Il y a l'idée un peu d'un droit à polluer. Individuels et des synergies entre ces imaginaires. Et comme juriste, vraiment, j'ai commencé le droit avec ces statuts de la justice aveugle, avec un glaive en main, avec des phrases qui disent « lex, c'est lex » pour dire que vraiment c'est comme ça que ça passe et pas autrement. Le droit, c'est pour moi de plus en plus pas cette justice aveugle, ni ce lex, cette lex, mais plutôt comme un arbre avec des racines qui sont dans cet imaginaire. Et quand j'enseigne aux étudiants de première année que les sources du droit sont aussi les sources matérielles qui puisent dans notre collectif, qui puisent dans notre intellectuel, pour moi, c'est de plus en plus vrai. C'est vraiment ce que je voudrais donner comme mot de clôture pour ce colloque, qui est en fait l'étude qui l'apporte à exactement puiser dans ce murmure sous-jacent du droit et de ce qu'il peut réaliser.